aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de ces données-là, mais de vous parler finalement de l'évaluation de la situation de vos officines. Alors, j'aurais tendance à dire, j'espère que pour vos propres officines, vous le connaissez mieux que moi, mais vous donnez un peu de vision, un peu de l'évolution du secteur au cours des dernières années. Alors, alors la question, c'est comment on change de slide. Ça va se mettre tout seul. Ah, c'est là. Sinon, la flèche à droite. Non, ça marche pas. Il faut le lancer une fois. Ah, voilà. Et après, ce sera bon. OK. Et donc, bon, il est clair qu'il y a une chose... Ah, mais c'est pas la bonne version. Ah, c'est la version que les jeunes m'ont envoyée. ah, C'est la version que les jeunes m'ont envoyée. ah, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, c'est pas la bonne version, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller quand même. J'avais essayé de vous faire quelques flashs un peu plus précis. C'est pas grave. Alors, ce qui est clé quand même, mais c'est là que j'aurais préféré avoir l'autre version, c'est, si vous voulez, en chiffre d'affaires, ça c'est hors Covid, ce qu'on remarque ces dernières années, c'est que ça augmente. Donc ça, vous avez 2018, 2019, 2020, 2021, et puis l'année qui se termine en mai. Et en chiffre d'affaires, hors Covid, hein, ça tombe bien, vous avez une croissance qui est liée d'abord à la croissance du remboursable, plus que de la croissance de ce qui est en OTC. Pourquoi? Parce que vous avez finalement le marché en chiffre d'affaires augmente à peu près sur ces 3 dernières années de l'ordre de 3% par an. Heureusement, je me rappelle de mes chiffres. Alors que tout ce qui est OTC, tout ce qui est non remboursable, aujourd'hui, non remboursé, augmente à peu près de 1,5% par an, globalement sur les pharmacies. Et ce que je voulais montrer, c'était que le Covid, que vous avez en feu vert, qui représente sur les 12 derniers mois 2,27 milliards d'euros, les rémunérations liées au Covid, essentiellement d'ailleurs liées aux tests, ont permis la croissance du chiffre d'affaires de la pharmacie, pas extraordinaire en chiffre d'affaires, hein, puisqu'on est à 4,5% par an sur les 3 dernières années. En revanche, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en marge, et alors je vous avais fait un calcul en vous mettant un taux de marge plutôt de 70%, hein, pour être comparable, parce que finalement c'est la marge hors frais de personnel, en taux de marge, vous aviez un effet important en marge du Covid sur vos entreprises. Ça veut dire qu'en moyenne, on a une croissance de la marge, hein, vous voyez. Alors ça, c'est la marge. Il faut additionner la marge plus les honoraires. C'est dommage, sur mes slides, vous l'avez additionné, mais globalement, vous allez me croire, ça croît légèrement au cours des 3 dernières années. Mais ce qui fait surtout croître la rémunération des officines, c'est que le Covid, le remboursement des tests, essentiellement, mais aussi un peu la vaccination et un peu aussi les autotests, mais le gros, c'est les tests PCR, ont un impact très important sur les pharmacies, sur leur marge. Bien évidemment, cet impact, il dépend déjà d'une chose, c'est est-ce que votre pharmacie s'est mis ou pas à faire des tests PCR. Vous avez quand même à peu près un tiers des pharmacies qui ne font pas de tests PCR. La deuxième chose qui est clé, c'est bien sûr jusqu'à quel point vous vous organisez pour faire des tests PCR. Parce qu'on a des pharmacies, on le verra plus tard par catégorie de pharmacie, mais individuellement, ça je ne vous l'ai pas mis, parce que bien évidemment, individuellement, je dirais que les chiffres sont privés, mais on a des pharmacies qui ont une rémunération liée au Covid qui est supérieure à leur marge sur le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est clé. Et ce qui est vraiment la transformation des dernières années, des 3 dernières années, c'est le Covid, en fait. Le Covid a un impact beaucoup plus fort que le reste. Et on en parlait tout à l'heure, on va en reparler dans quelques minutes. Si vous voulez, aujourd'hui, finalement,
tout croît. Actuellement, le chiffre d'affaires moyen des pharmacies croît. Alors, attention, hein, le chiffre d'affaires moyen des pharmacies croît, c'est essentiellement à cause des gros des médicaments chers. Donc, c'est des médicaments qui font que la marge croît moins vite. Donc, vous avez le chiffre d'affaires moyen, il croît. Il est aujourd'hui de 1,36 million d'euros sur les 12 derniers mois, terminant en mai, par pharmacie. Hein, comme ça, vous avez des chiffres nouveaux. Mais il croît de 8%. La marge, puisqu'il est poussé par les médicaments qui ont les prix les plus chers, dont la marge est faible, la marge continue à croître. Donc, le médicament non remboursable croît aussi, et tout ce qui est OTC croît aussi. Donc, aujourd'hui, l'économie des pharmacies va beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Je me rappelle, je suis arrivé chez Acuvia en 2020. En 2020, en mars, j'avais fait une première présentation devant vous, voilà, et à l'époque, les choses étaient moyennes. Alors, pourquoi c'est important? C'est que hors Covid, la situation s'est beaucoup redressée. L'État laisse actuellement un peu la pharmacie avec un chiffre d'affaires croissant, ce qui vous permet, vous, d'avoir un chiffre d'affaires légèrement croissant et votre marge plus vos honoraires légèrement croissants. Donc ça, c'est sur l'activité traditionnelle. Et ce qui se rajoute, ce que je disais à l'instant, c'est l'explosion liée du Covid qui est assez récente, qui est très difficile à prévoir parce qu'elle est sur 1 an. Alors que là, on est plutôt sur une évolution qui est plus structurelle. Après, ce que vous ne savez pas, ce que personne ne sait, ce que les laboratoires ne savent pas, c'est combien de temps l'État laissera cette croissance du médicament, hein, puisque, comme le rappelait Thomas Fatome tout à l'heure, on a 26 milliards d'euros de déficit en 2021 et que l'État a toujours, pour rembourser, que je ne revienne pas en arrière, voilà. Donc, ce qu'on disait quand même, donc tout est vert, je dirais, pour l'officine. Par contre, effectivement, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une hausse forte du prix moyen des médicaments et pas forcément des volumes. Après, ça dépend de votre officine, ça dépend de pas mal de choses. Je vais pas revenir dessus. Mais il faut le savoir globalement, sauf le médicament non remboursable. Mais voilà. Donc, il y a tout ce qui est remboursable, si vous avez une croissance assez forte des médicaments les plus chers par rapport aux médicaments les moins chers. Alors, je me trompe toujours, excusez-moi. Voilà. Alors, ça, ce qui est important, c'est bien sûr, il y a des disparités importantes en fonction des officines. Alors, disparités importantes, mais en même temps, si vous voulez, contrairement au début du Covid, où on avait un gros problème économique dans les officines, notamment de centres commerciaux. Je ne sais pas si certains se rappelaient du début du Covid, mars 2020, fermeture des officines. L'année 2020 avait été dramatique pour les officines de centres commerciaux et de zones touristiques, par exemple. Mais on avait pareil sur les pharmacies de zones commerciales. Aujourd'hui, la situation, elle est clairement repartie en croissance pour toutes les officines. Là, c'est hors Covid. Hein, c'est hors activité Covid. Voilà. Vous avez donc une marge moyenne qui croît et c'est assez général. Et ce qui est intéressant quand même aussi, je trouve, c'est que vous gardez les officines de centre-ville et les officines de bourg, etc. Tout ce qui est, entre guillemets, excusez-moi, pour ceux qui ont des officines comme ça, ce qu'on appelle plus petites officines, notamment, voilà, ont leur chiffre d'affaires qui croît aussi. C'est assez généralisé. Alors que avant le Covid, on avait les zones touristiques et les zones commerciales qui étaient plutôt plus rapides que le reste. Vous voyez que les zones commerciales n'ont pas encore rattrapé la croissance complète du marché, ils sont plutôt en dessous, ce qui est un peu nouveau.
Par contre, vous avez tout ce qui est l'ensemble du tissu officinal qui croît à peu près au même rythme. Hein, si vous regardez tout ce qui est zone de centre-ville, bourg, pharmacie rurale, vous êtes toujours entre 3 et 5% de croissance sur votre marge. Et le CA qui croît à peu près 2 fois plus vite. Donc on a vraiment une économie forte, une évolution bien meilleure qu'avant le Covid, hors activité spéciale liée au Covid. Pourquoi c'est important? Parce que l'activité évidemment du Covid, même pour les pharmacies qui sont lancées au début, c'est une activité qui a 18 mois d'ancienneté. Donc on va discuter un peu du futur de cette activité à la fin, mais vous voyez, c'est encore une activité, on en discutait, c'est encore une activité qui est considérée comme exceptionnelle. La question, c'est est-ce que l'exception va durer? Alors que ce qui est important aussi, c'est l'activité traditionnelle, l'activité qui est le cœur de la pharmacie. Donc, on est aujourd'hui sur, quelle que soit la typologie, on a quelques freins encore sur les pharmacies de zone commerciale et de zone industrielle liées, en fait, à des évolutions claires. Voilà. Mais on a voulu aussi se poser la question l'impact du Covid pour une pharmacie. Et là, vous avez le chiffre d'affaires. On a mis le chiffre d'affaires, on aurait pu mettre une marge à 70%, on a hésité. On s'est dit plutôt qu'on en fasse tout de suite du comparable. Hein. On a préféré garder des choses pas totalement confortables, mais qui vous donnent une bonne idée. Si vous voulez, si vous regardez sur l'ensemble, vous avez une marge moyenne de 249 kg avec les rémunérations forfaitaires, tout ça. Et vous avez un chiffre d'affaires Covid de 103. Donc à peu près, un chiffre d'affaires, c'est 40% de la rémunération donc, qui se rajoute, hein, bien sûr. Alors si vous le multipliez par 70%, ça fait à peu près 30%, 33%, ça dépend des... Voilà. D'impact du Covid sur une pharmacie moyenne. Mais vous allez voir qu'il y a une forte différence d'une pharmacie à l'autre. Il y a des pharmacies, et je vais prendre les 3 catégories principales, les pharmacies de zone commerciale, les pharmacies de zone de passage et les pharmacies de centre-ville, ceux sont lancés à fond dans le Covid. Et donc, ça relativise un peu ce que je disais à l'instant. Bien sûr, au niveau de leur activité traditionnelle, notamment en zone commerciale, elles n'ont pas retrouvé totalement leur activité traditionnelle, la croissance traditionnelle. Mais par contre, en termes d'investissement dans le Covid, elles y sont allées à fond. Et ça a un impact très fort, puisque aujourd'hui, on arrive jusqu'à 73%. Si vous voulez, le CA Covid représente 73% d'une pharmacie de zone commerciale en moyenne. Ça veut dire que si vous prenez, grosso modo, 60% de marge, ça veut dire 70% de marge, hein, c'est à peu près ça qui est publié, même si les vrais chiffres sont tous à chercher. Ça veut dire que vous avez à peu près... Le Covid rajoute 50% à peu près sur la marge et la rémunération d'une pharmacie de zone commerciale. Bien sûr, en moyenne, c'est moins. Et par contre, ce qui est étonnant, et ce qu'on a trouvé étonnant, mais qui doit être lié à un problème de population, c'est que ça représente quand même beaucoup moins sur des pharmacies rurales. Et voilà, bon, je ne parlerai pas des pharmacies de zone industrielle qui sont un peu particulières, mais je trouve que sur les pharmacies rurales, les pharmacies de centre-bourg, les pharmacies des zones, je dirais, un peu plus fragiles en France, le Covid a beaucoup moins d'importance. D'ailleurs, ça peut être un sujet, parce que, grosso modo, si le Covid continue, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez avoir des pharmacies plutôt zones commerciales, des pharmacies de centre-ville qui vont avoir une forte activité, et vous allez risquer d'avoir des pharmacies rurales et de centre-bourg qui vont avoir plus de difficultés économiques si l'assurance maladie considère que comme elle paye le Covid, elle n'a pas les moyens de payer autre chose. Donc ça sera quand même un sujet, je pense, intéressant pour vos discussions avec l'assurance maladie, parce que, bien évidemment, cet impact majeur du Covid sur le marché officinal ne se joue pas du tout pareil sur le territoire.
Et il pourrait conduire à fragiliser de manière assez indirecte les pharmacies, je dirais, des zones rurales, parce qu'elles ont moins d'activité Covid. Et donc elles profitent, entre guillemets, excusez-moi du terme, hein, elles profitent moins en termes de chiffre d'affaires, de marge du Covid. Et donc, elles se retrouvent dans une situation aussi, sur la rémunération autre, il y a un frein lié au Covid, eh bien, à avoir peut-être plus de difficultés. Voilà quelques éléments. Alors, je ne me trompe pas. C'est la dernière. Voilà. Donc, c'est la dernière, ce qui va me permettre, je vais peut-être m'arrêter 2 minutes à celle-là. En revanche, vous voyez, tout à l'heure, on a vu qu'il y a des différences quand même entre zones. En revanche, il n'y a pas trop de différence entre taille de pharmacie aujourd'hui. Donc, le problème, ce n'est pas tant la taille de votre pharmacie que là où elle est située. Hein. Il y a beaucoup plus de différences entre zones et taille. Alors, je vais m'arrêter 2 minutes parce qu'on m'a demandé quand même de parler. Le but, c'est de savoir où on va. La 6 et la 7, on les a pas vus encore. Ah, j'ai sauté, mais c'est pas grave, j'ai fait exprès. Bon, je m'arrête 2 minutes. De toute façon, les slides, vous les avez. On peut vous les fournir. Où on va, si vous voulez. Donc, vous avez un redémarrage du marché médicaments, d'abord, d'un côté, qui conduit finalement à ce que votre marge plus votre rémunération forfaitaire, la rémunération forfaitaire prend plus en plus de place, mais votre marge plus votre rémunération forfaitaire, en moyenne, croît. Et elle croît plutôt de manière assez équilibrée sur l'ensemble du territoire. De l'autre côté, vous avez le Covid. Le Covid qui a complètement bouleversé en 2021, voilà. Mais si vous regardiez mes chiffres, j'aurais dû m'arrêter dessus 2 minutes. Et en 2022, c'est encore pire qu'en 2021. Les 4 premiers chiffres, 4 premiers mois de l'année 2022, c'est beaucoup plus qu'un mois moyen Covid 2021. Ça veut dire que, grosso modo, moi je le vois comme ça, le Covid s'installe dans les pharmacies. Et pour être très clair, avec Julia, nous, notre travail, c'est aussi de faire de l'épidémiologie au niveau mondial. On n'est pas sûr du tout que le Covid s'arrête avant pas mal d'années. Alors bien sûr, ça ne va pas être comme, heureusement, en mars 2020, où tout le monde va se confiner. On va vivre avec. Mais ce que nous, on s'aperçoit, c'est qu'a priori, avec les changements de variants, il n'est pas sûr du tout qu'on soit jamais couvert, l'ensemble de la population. Ça veut dire qu'en fait, on sera moins touché parce qu'on sera vacciné, nos systèmes immunitaires et celui de la population réagira mieux. Mais il est possible qu'on soit dans une situation où le Covid se poursuive pendant pas mal de temps. Et donc, où, en fait, on n'est pas du tout de baisse de l'activité Covid, on n'aura pas une augmentation forte, mais on n'aura plus une baisse de l'activité. Pendant quelque temps, on pourrait vivre avec pas mal de Covid. Alors attention, hein, c'est pas parce que le Covid reste que les tests vont rester. C'est-à-dire que la population va aussi s'habituer et s'inquiéter un peu moins, savoir si c'est du Covid ou si c'est une grippe. Autrefois, personne ne prenait un test pour savoir s'il avait une grippe ou s'il avait voilà, on prenait des tests quelquefois pour les angines, est-ce qu'il faut un antibiotique ou pas, et encore, c'était quand même une activité qui n'était pas extraordinaire. Je peux en parler à un biologiste, je crois que c'était... Voilà, donc on ne sait pas comment ça va s'étioler l'activité, mais on risque d'avoir une activité Covid encore pas mal d'années. Donc ça va poser un problème d'équilibre économique à 2 types de pharmacies, celles qui ne sont pas aller du tout. Ça peut être lié aussi à des problèmes de locaux hein, ou des problèmes de personnel dans certaines régions. Et sur nos analyses, ça peut poser aussi un problème à des pharmacies rurales ou à des pharmacies autres de bourg, plutôt dans les zones les moins fréquentées, parce que si elles n'ont pas une forte activité Covid en moyenne, ce que semblent montrer les statistiques. Le problème, c'est que s'il y a inflation d'un côté, je vais essayer d'être clair, le plus clair possible. S'il y a de l'inflation, votre problème, ça va être, il va y avoir de l'inflation sur vos coûts de personnel, à tous. Donc tout le monde va devoir
augmenter les tarifs des personnels. Donc s'il y a inflation, vous allez tous avoir un problème d'augmentation de vos coûts de personnel. S'il y a poursuite du Covid, l'assurance maladie va mettre beaucoup de temps avant de réfléchir avec vous à augmenter votre part. Elle considérera que le Covid, la rémunération Covid, permet de compenser ses coûts de personnel. Parce que le problème, c'est son déséquilibre, on vous l'a expliqué ce matin. Dans ces conditions-là, la problématique de la profession, c'est que l'effet Covid est quand même extrêmement variable, beaucoup plus variable, on l'a montré, que l'effet de croissance du marché. L'effet de croissance du marché touche quasiment toutes les pharmacies à peu près de manière égale. J'espère que je vous l'ai montré relativement avec et la séparation entre type de pharmacie et la taille des pharmacies. Par contre, l'effet Covid ne touche pas de la même manière toutes les pharmacies. Et donc, vous risquez de vous retrouver avec un blocage sur vos prix, une augmentation de vos coûts, et la CNAM réticente à augmenter vos coûts. Et par contre, certaines pharmacies qui auront, dans ces cas-là, une difficulté parce qu'elles vont avoir leurs coûts de personnel augmentés. Elles ne vont pas avoir la capacité, bien sûr, puisque, comme je vous l'ai montré aussi, on reste sur des pharmacies qui dépendent essentiellement du médicament remboursable. La CNAM qui va faire une pression pour ne pas augmenter la marge et la rémunération globale des pharmaciens. Et ça va être un sujet. Donc là, vous avez probablement un sujet de répartition, en fait, de ces activités un peu Covid, qui touchent beaucoup plus les grands centres urbains que les centres ruraux. Et c'est compréhensible, ça veut dire, au-delà même de savoir si c'est un problème de population et autres, il y a une chose qui est compréhensible, c'est qu'une personne âgée à domicile, une personne un agriculteur qui travaille, ou des gens qui travaillent finalement avec peu de contact humain, savoir s'ils ont le Covid ou la grippe, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Alors que c'est sûr que quand quelqu'un a une suspicion de Covid, moi-même j'étais enrhumé au début de l'année, de la semaine, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un test Covid parce qu'on travaille au contact de beaucoup de monde. Donc malgré tout, c'est pas sûr que cet effet qu'on voit actuellement, qui peut être lié à d'autres effets qu'un effet structurel, ne se poursuive pas, et dans ce cas-là, on aura cette différence. Donc voilà, en conclusion, en fait, vous avez une activité qui va bien, des pharmacies qui vont globalement bien, grâce à leur business traditionnel, la dispensation, leur activité traditionnelle. Je ne me suis pas arrêté dessus, mais je pourrais me réarrêter. Les nouveaux métiers, je dirais, les nouvelles activités n'ont pas encore un impact significatif sur la rémunération des pharmaciens. En revanche, le Covid a eu un impact significatif, mais qui est extrêmement peu, et qui n'est pas du tout réparti de manière égalitaire entre les pharmacies, avec d'énormes différences d'une pharmacie à l'autre. Et ça va être un sujet si cette activité devient une activité récurrente, ce qui, très clairement, je ne vais pas dire, je n'ai pas de boule de cristal, mais si on devait me dire quel est le pourcentage de chance que en 2023, quand je vais revenir, peut-être, si je suis encore invité, vous parlez des pharmacies, je risque de vous dire l'année 2022, début de l'année 2023, l'activité Covid continue. Donc pour ceux qui ont investi et sont engagés dans l'activité, c'est une bonne nouvelle. Mais pour la diversité des pharmacies, ça va être un sujet très politique parce que vous allez avoir des pharmacies qui ne vont pas bénéficier à plein de cet engagement, même si elles s'y sont engagées. On l'a vu dans les pharmacies rurales, les pharmacies de bourg. Ce n'est pas le fait qu'elles se sont ou pas engagées, mais c'est que la rémunération moyenne est bien inférieure à une pharmacie de centre urbain. Et ça, c'est un point auquel il faudra que vous réfléchissiez. Voilà. Donc, écoutez, moi, c'est à peu près ce que je voulais dire, parce que je ne voulais pas être trop long et surtout vous permettre de poser des questions, ce que je fais rarement. Vous avez 18 minutes exactement, 16 si vous voulez, prendre les 2 minutes de repos avant d'aller boire un verre. Sur la diapo 6, oui, bien sûr. Un truc sur l'avenant 19. Ah, voilà. C'est la 8. Je te laisse mettre la diapo. Voilà. Tu voulais. Voilà. Ça, c'était pas mal. Oui, alors,
Ça, c'était, si vous voulez que je m'arrête 2 minutes, je vais dire diversification de votre rémunération. Si vous voulez, ce que vous voyez là, c'est l'évolution. Et ce qui est intéressant, c'est finalement l'évolution finale. Donc vous avez les différents honoraires de dispensation. Vous voyez, on est parti dans une situation en 2018 où vous aviez l'honoraire, vous aviez deux choses, la marge et l'honoraire conditionnement, qui faisait votre totalité de votre rémunération. Et là, vous découvrez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de diversité. Donc, aujourd'hui, la marge, c'est la marge commerciale. Hein, après, c'est pas beaucoup, c'est plus qu'un quart. L'honoraire de la boîte n'a pas grossi en proportion, c'est toujours la même chose. Et par contre, ce qui est aujourd'hui important et qui prend de plus en plus de place, c'est les honoraires liés aux différentes spécificités. Donc, un peu d'ailleurs, alors, 6% pour la dispensation d'ordonnance, 17% pour les médicaments dits spécifiques, 6% pour la dispensation liée à l'âge et autres. Et ça rejoint d'ailleurs un sujet intéressant, qu'une conversation que j'avais tout à l'heure, qui était finalement, aujourd'hui, dans votre appréhension de ces différents honoraires, ce qui serait bien, et ça je ne peux pas y répondre pour vous, c'est de se rendre compte finalement où est-ce que vous prenez du temps et où est-ce que vous occupez de l'espace. Parce que ce qui serait intéressant, c'est que cette diversité, maintenant que la marge commerciale est réduite, et que vous n'ayez pas... D'ailleurs, moi, je vous déconseille, à titre personnel, je l'avais déconseillé quand j'étais à l'assurance maladie au directeur général, de la réduire à 0, hein, parce que malgré tout, il y a un coût à avoir des médicaments chers, il y a un coût, etc. Donc, gardez un peu de marge commerciale. Mais il est clair que dans vos honoraires de dispensation, il faudrait que vous réfléchissiez, y compris pour la survie de l'ensemble de vos pharmacies, à réfléchir finalement où est-ce que vous passez le plus de temps pour que ce soit les honoraires les plus spécifiques qui correspondent finalement au temps que vous passez avec vos patients. S'il y avait une différence forte entre là où sont vos honoraires et là où vous passez du temps, vous pourriez avoir des difficultés dans certaines pharmacies, parce que vous avez par contre des différences entre pharmacies. Je le ferai pour l'année 2023. Je vous apporterai la répartition, elle est différente d'une pharmacie à l'autre, et suivant les typologies de pharmacie, c'est clair qu'il y a des différences importantes. Ça vous va sur l'avenant? Vous aviez une question ou une remarque que vous vouliez rajouter? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, c'était très intéressant. Juste pour compléter le propos de Jean-Marc, sur la marge commerciale, par exemple, c'est pour nous indispensable de la conserver, puisque avant que la convention, telle que vous la connaissez maintenant, soit signée, il nous avait été proposé de la diminuer, moyennant, en tout cas de la modifier, au bénéfice des médicaments les moins chers et au préjudice des médicaments les plus chers. Et on s'est rendu compte, bien nous en a pris, de ne pas accepter cette proposition, parce que avec l'évolution des médicaments chers, la marge commerciale, même si elle représente là seulement 25% de notre rémunération, en définitive, elle nous faisait perdre des dizaines d'euros par boîte sur des médicaments, plus de 1930 euros en prix fabricant, par exemple. Et comme on sait que maintenant, d'une façon moyenne, hein, bien évidemment, il y a des variabilités individuelles, mais en moyenne, sur les 20 000 pharmacies en France, 0,08% en volume du nombre de boîtes qu'on délivre sur une année représente 15% de notre chiffre d'affaires et 8% de notre marge, ce qui est considérable. Donc la marge commerciale, il faut impérativement la conserver, à mon sens, au minimum, telle qu'elle est. Et puis en ce qui concerne la rémunération Covid, effectivement, il va être très intéressant d'analyser sur le reste de l'année 2022 comment elle va évoluer, parce qu'effectivement, on a quand même subi une baisse pour le moins drastique des tests, de la rémunération sur les tests antigéniques. On est arrivé à un point de fracture qu'on avait analysé qui faisait qu'en dessous de ce prix-là, par rapport au temps passé, par rapport à l'investissement matériel, à l'investissement en temps
on ne faisait pas de bénéfices en réalité, et que par conséquent, cette rémunération, il va falloir la découper finement pour voir si les tests antigéniques compensent réellement le temps qu'on va y passer et le volume qui sera réalisé. Donc il faut bien avoir en tête que ce qui s'est passé sur l'année 2021 et surtout sur le premier trimestre 2022 qui était exceptionnel, on a eu un mois de janvier incroyable qu'on ne verra sûrement plus jamais. On était à presque 800 millions d'euros, enfin dans 570 millions d'euros de rémunération Covid, rien que sur un seul mois, ce qui était considérable. On ne le reverra plus tout simplement parce que les prix ont été complètement coupés. Donc ce qu'il va falloir s'intéresser, à mon avis, d'une façon durable, ça va être sur la vaccination notamment. Donc voilà, il va y avoir plein de choses à voir. Est-ce que vous avez des questions? On peut peut-être passer le sans fil et puis je laisse... J'ai évidemment une remarque et ensuite une question. Une remarque, c'est qu'il faut quand même... bien sûr, je comprends que AQVIA, dans son étude, a fait une étude uniquement sur la marge réglementée. À l'intérieur de l'Observatoire de la rémunération, il y a un élément important qui, pour une officine moyenne, représente 60 000 euros par rapport aux 250 que tu montres là, hein, et qui sont les remises génériques. Ouais, et ça, on ne les a pas. Oui, mais il faut quand même trouver un moyen de... D'abord, c'est pas vrai, parce que, à mon sens, enfin, bref, à mon avis, on peut essayer de trouver un moyen, mais ça représente la même somme que la marge résiduelle, en fait. La marge résiduelle, c'est 63 000 euros, si on compte 25% de 254. Les remises génériques, c'est 61 000 euros. Donc, c'est à peu près la même somme. Et ça, c'est un enjeu considérable pour les temps à venir, parce que là, on voit le Comité économique des produits de santé parfois estimer, et c'est un jeu à chaque fois à trois, c'est en gros le fabricant estime que ces 60 000 euros sont à lui parce qu'il les donne. Le pharmacien estime que 60 000 euros sont à lui parce qu'il les a, il les reçoit. Et l'assurance maladie estime qu'en fait, ces 60 000 euros sont à lui parce qu'elle les finance. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est un sujet. C'est un sujet pour nous et c'est un sujet qu'il faut qu'on regarde. Donc ça, c'est mon observation. Ça, on peut éventuellement, effectivement, les rajouter un peu comme on a rajouté le Covid. Oui. Ça veut dire, on a une idée du montant de générique, y compris par type de pharmacie. Et donc après, on peut faire une règle de 3, même si elle n'est pas parfaite. Il n'y a pas de sujet. Effectivement, les génériques. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que globalement, actuellement, avec la baisse des prix des génériques entamés depuis quelques années, le CEPS, le chiffre d'affaires des génériques croît beaucoup moins vite. Le redémarrage du marché du médicament est venu plutôt par les médicaments innovants et par les médicaments non génériqués que par le générique. Et ça, vous allez probablement, dans les années à venir, vos remises génériques vont croître moins vite que votre rémunération sur le reste la marge traditionnelle et les honoraires, parce que la politique de baisse de prix est plus forte sur le générique relativement que sur les médicaments. Alors, ça c'était ma première observation. Les génériqueurs, sur l'année passée, sur l'avenir, je pense que tu as raison. Mais sur l'année passée, ils nous expliquent que du fait de l'article 66 et par des sorties brevetaires, il y a eu une augmentation assez importante cette année du marché, malgré les baisses de tarifaires du CEPS. Et ils misent beaucoup sur un avenir des biosimilaires et des hybrides. Donc ça, c'est quand même à voir. Donc, des biosimilaires qui peuvent effectivement compenser largement. Voilà, donc à voir cette remise. Bon, ça, j'ai fini avec mon observation. Maintenant, ma question. En fait, cette présentation, telle qu'elle est faite par les segmentations qui ont été retenues dans ta présentation, est passionnante et évidemment interpelle dans l'avenir.
Nous, évidemment, il faut qu'on se pose des questions sur le modèle. Tu as tout à fait bien mis l'équation et bien posé le problème. Je ne crois pas avoir entendu de solution. Donc, IQVIA, est-ce qu'IQVIA va pouvoir nous aider à élaborer des stratégies dans l'avenir? Parce que le 2023 va venir vite et il faut quand même qu'on ne soit pas tout nu la prochaine fois quand on arrive devant l'assurance maladie. Il faut qu'on ait des idées sur le sujet. Et je dois dire qu'effectivement, je suis d'accord que le sujet est complexe. Voilà. Je ne sais pas si je vais élaborer comme ça des têtes, des solutions. Je pense que il est très clair que moi, je fais le pari donc que le Covid se poursuive quand même et qu'une activité Covid se poursuivra pendant la prochaines années. Ce qui d'ailleurs fera que la discussion de 2023 va être pas simple à cause de ça, parce que l'assurance maladie va dire il y a le Covid encore, ça me coûte cher. Premier sujet. Deuxième sujet, effectivement, on pourra faire une analyse supplémentaire en rajoutant générique et biosimilaire. Et moi, je fais le pareil quand même qu'il n'y a pas un tassement, on va l'appeler comme ça, pas une baisse, mais un tassement des remises biologiques génériques, mais effectivement, la question c'est si le biosimilaire décolle en pharmacie, ce qu'il faut savoir aujourd'hui en France sur le marché du biosimilaire, il a plus décollé à l'hôpital encore aujourd'hui qu'en pharmacie. Donc s'il décolle en pharmacie, il est clair que là, de nouveau, vous avez un champ aussi, mais là aussi, attention, le biosimilaire sera moins équitablement réparti sur le territoire et sur l'ensemble que le générique. Pour une raison simple, c'est que c'est des dépenses importantes, mais sur un nombre plus restreint de personnes. Il est clair que, si vous voulez, ça dépend des pharmacies, ça dépend des endroits, de la manière, etc., mais il peut y avoir quand même des différences, si vous voulez. Parce que le générique, on était sur des populations qui touchent d'importantes populations. Donc, le générique, j'aurais tendance à dire, vous aviez quasiment toute votre population de patientèle qui était intéressée par le générique. Donc, entre guillemets, voilà, il n'y avait pas de... Alors que le biosimilaire, vous êtes sur des populations particulières, vous êtes sur des maladies particulières qui sont réparties sur tout le territoire, il n'y a pas de problème, mais qui, comme malgré tout, il y a un nombre de patients limité, on n'est pas sûr du tout que chaque pharmacie a la même proportion de ses patients. Ça veut dire que ça, c'est un sujet. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est un problème rural contre centre urbain, etc. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il est très clair qu'une pharmacie qui, par hasard, je ne dirais pas par chance, mais par hasard, a 10 personnes qui ont des scléroses en plaques dans sa population, ça peut arriver. Et vous pouvez avoir des pharmacies qui en ont 2. Et ça, voilà, alors que le générique, vous n'aviez pas ce problème-là. C'était assez généralisé. Là, sur les biosimilaires, vous verrez, vous êtes sur des populations réduites. Et donc, par nature, moins bien réparties que des larges populations. Premier sujet. Alors, après, c'est là aussi que je pense que la question que vous allez avoir avec l'assurance maladie, c'est justement de mettre en lumière cette disparité que vous avez sur le Covid, que vous allez avoir sur les biosimilaires ou sur d'autres sujets. Il va falloir probablement qu'on travaille avec vous sur une présentation plus uniquement de la moyenne des pharmacies, mais de la disparité des pharmacies. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois, mais là, je pense que ça sera d'autant plus important, et en combinant bien sûr la disparité, mais aussi les cas sur le territoire. Ça veut dire en rentrée, il y a peut-être des définitions que la nôtre n'est peut-être pas parfaite,
mais qu'on réfléchisse ensemble à des typologies de pharmacies pour aller montrer, c'est pas un problème il y a 10% des pharmacies qui ne fonctionnent pas, parce que là, la CNAM vous dira, bah oui, il y a toujours 10% des pharmacies qui ne fonctionnaient pas, mais dire, il y a des catégories entières de pharmacies qui ne fonctionnent pas de la même manière que les restes. Et ça, c'est clair que le Covid, plus le biosimilaire, sont des sujets qui vont forcément être beaucoup plus disparates que, je dirais, l'économie moyenne. Et ça, c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Et ce qui nous posera peut-être des questions à se poser à des modes de financement, comment on intègre dans les modes de financement cette disparité de potentiel. Ça, il faudra qu'on y réfléchisse un peu. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, ça sera clé dans la discussion de l'assurance maladie en 2023 de parler de disparité des pharmacies. Sinon, excusez-moi de le dire aussi, même si le générique, tu as raison, est important et qu'on aurait pu le mettre. En fait, on avait une slide cachée de générique, mais on ne va pas s'y arrêter de nouveau. Mais il est clair que actuellement, pour les observateurs extérieurs, le Covid a tendance à écraser un peu tout. Merci Philippe. Oui, François Pouzeau, moniteur des pharmacies. Dans une hypothèse de chronicisation du Covid en 2023, quel pourrait être l'impact justement sur le chiffre d'affaires et la marge, parce qu'on va traîner ça, en fin de compte, le Covid comme un boulet au pied, et que ça, est-ce que ça va en fin de compte contrarier les négociations, parce qu'on va s'apercevoir qu'en 2023, eh bien, il y aura toujours ce supplément de chiffre d'affaires et de marge, et que ça va être compliqué pour gérer, pour demander une revalorisation des honoraires. Est-ce qu'on a des estimations au niveau d'IQVIA sur quelle pourrait être cette activité résiduelle qui, si j'ai bien compris, profite surtout aux pharmacies de passage, de centres commerciaux touristiques, et si j'ai bien compris... Enfin, de centres urbains. Centres urbains, mais j'ai cru comprendre que les pharmacies de centre-bourg et rurales n'ont pas ce même brassage de population, sont peut-être moins amenées. Déjà, elles n'ont peut-être pas pu investir dans ces missions Covid de testing et autres, mais peut-être qu'effectivement, comme il y a moins de brassage de population, elles seront moins amenées, si j'ai bien compris, à faire du testing, parce que les gens m'ont dit, bon, on est en chronicisation, il y a moins, c'est moins grave, donc on ne va pas se faire tester, quoi. Mais quel pourrait être quand même l'impact résiduel du Covid sur la marge et le chiffre d'affaires en 2023 ? Écoutez, et même plus peut-être les années suivantes. C'est difficile de vous répondre parce que c'est vraiment ça va devenir de la boule de cristal et voilà. Aujourd'hui, c'est difficile de vous répondre. Il y a deux incertitudes. La première incertitude, ça va être, et là personne ne peut vous répondre, on n'a que 2 ans de recul, c'est l'épidémiologie du Covid. Est-ce que on va être dans des crises comme pour l'instant on a, qui sont plutôt fréquentes? Est-ce que les crises Covid vont s'espacer? Moi, je ne sais pas y répondre aujourd'hui. Et bien sûr, un épidémiologiste pourra vous répondre, mais vous avez 9 chances sur 10 pour qu'il ait raison ou de tort. Et si vous en écoutez 5, il y en aura un qui aura raison. Pas parce qu'il a été plus intelligent que les autres, c'est parce qu'il y en aura un qui aura raison. C'est comme celui qui prévoira la prochaine crise, comme chacun peut la prévoir chaque mois, chaque année. À la fin, il y a quelqu'un qui a raison. C'est pas parce qu'il est plus intelligent, c'est juste qu'il a de la chance. Donc, je suis incapable de vous prévoir le volume. Et il y a une autre incertitude, c'est jusqu'à quel point les gens vont continuer à se faire tester si le Covid devient... si vous voulez, aujourd'hui, c'est très rare que les gens aillent tester de savoir s'ils ont une vraie grippe ou pas une vraie grippe. Hein. Même pour l'angine, on le teste quand on a une vraie bonne angine et qu'on se demande s'il faut un antibiotique ou pas. Donc, très clairement, ce qu'on peut dire, c'est que comme les gens ont pris l'habitude de tester le Covid, ils vont continuer à avoir cette habitude. Savoir à quel niveau les gens vont avoir cette habitude, je ne sais pas. Et il y a la dernière chose, comme on l'a dit, c'est qu'il y a un niveau de prix inférieur. Donc aujourd'hui, je ne suis même pas capable de vous dire si on va avoir une croissance ou une décroissance du chiffre d'affaires lié au Covid. J'en ai aucune idée. Parce que je ne sais pas si on va avoir... Là, actuellement, on a le Covid, ça repart. Voilà. Moi, même en sachant que le Covid repart, je ne sais pas jusqu'où il va aller. Et je ne sais pas jusqu'où les gens vont se faire tester. Parce que
on se faisait tester aussi parce qu'il y avait des obligations sociales de se faire tester. Est-ce que dans 2023, 2024, on aura la même envie de se faire tester en permanence? J'en sais rien. J'en sais strictement rien. Parce que pour qu'un virus il puisse continuer de vivre, à la limite, il peut être moins virulent, plus persistant, mais moins virulent. C'est comme ça qu'il arrive à s'installer dans la durée. C'est ce qu'il est. Hein, et voilà, si demain on fait des Covid moins graves, voilà, c'est ce qu'on peut espérer, mais globalement, voilà, les gens peut-être diront, on ne se fait pas vacciner sur la 3e dose de rappel, on ne se fait pas tester parce qu'en fin de compte, c'est qu'un simple rhume, etc. Donc, c'est pas simple. Et ce que disait Jean-Marc, le virus du Covid, c'est un virus qui est très particulier parce qu'il ne suit pas forcément, je ne suis pas épidémiologiste ni virologue, mais il ne suit pas le schéma d'un virus conventionnel. Là, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait un variant Omicron qui avait lui-même des sous-variants, qui avaient tendance les uns après les autres à être de moins en moins pathogènes. Seulement, on se rend compte qu'arrivé au sous-variant BA5, on a à nouveau des symptômes qui sont plus forts qu'avec les sous-variants précédents, avec des hospitalisations, on le voit au Portugal, ça a été assez violent. Par conséquent, notre ministre de la Santé éphémère a eu le temps quand même de relancer en conseil, un appel auprès des personnes fragiles de se faire vacciner en 2e rappel. Parce que justement, on n'est pas du tout sorti d'affaire. Donc il ne faut pas s'imaginer que plus le temps va passer, moins le virus sera dangereux. C'est pas sûr du tout. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'à volume constant, si on reprend le premier trimestre 2022, on était à peu près à 30 millions de tests réalisés en officine. La marge ou le chiffre d'affaires va diminuer de plus de 35%, puisque c'est la baisse qui nous a été imposée. Donc c'est évident que de toute façon, il y aura une baisse de rémunération qui sera très conséquente, à volume égal. Ça, c'est une certitude. Mais on ne sait pas où va le volume. Donc Philippe, on a voulu attendre en se disant, en 2023, on verra un peu plus clair, parce que le Covid va se tasser, mais ça ne se trouve pas du tout, et on va se retrouver sur la situation de 2022. On n'avait pas voulu négocier parce qu'on n'avait aucune visibilité sur ce que pourrait être l'économie hors Covid, mais ça se trouve, on va être encore dedans 2023. Je te repasse le micro. Et ça va être compliqué, non, en fin de compte? Alors, on n'a effectivement pas de boule de cristal. Mais ce que je peux te dire, c'est que on sera toujours là. On pourra toujours analyser les choses à ce moment-là et adapter notre réponse et nos ambitions à la réalité. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, dans l'élection URPS, nous avions demandé 800 millions d'euros de revalorisation sur 5 ans. Bon. Je suis arrivé dans une négociation où, en fait, sur l'année 2021, l'assurance maladie a investi à peu près 1,5 milliard, et sur 22, 1 milliard de plus. Donc 2,5 milliards. Donc, effectivement, quand j'arrivais avec ma demande de 800 millions et qu'en face, on me dit, mais on vient de vous donner 2,5 milliards, certes pour autre chose, mais on vient de vous donner 2,5 milliards, j'ai été obligé de me dire que oui. Maintenant, ce que je savais déjà, c'est qu'il y avait des gens qui n'en bénéficiaient pas, alors que le médicament, comme il a été dit, ça bénéficiait à tout le monde. Donc j'avais déjà la notion de cette... Donc on a exprimé cette chose-là. Maintenant, on vient d'objectiver qu'en plus, c'est des catégories entières. Et ça ne dépend pas forcément uniquement de la volonté du titulaire, mais de son emplacement, ce qui est une autre variable. Voilà. Donc cette objectivation, elle est importante. Donc effectivement, si en 2023, quand je vais revenir avec ma pauvre demande de 800 millions et qu'on va me dire, mais entre-temps, on vous a redonné 1 milliard de plus, je vais dire pas à tout le monde. Et là, on va voir comment se passent les choses et comment on négocie. Mais en fait, j'aurai plus de billes. Ceci dit, voilà, les amis, on est tous ensemble, on a des assemblées générales, des commissions économie. La réalité, ça ne sert à rien de se la masquer. La réalité, elle est là. Et franchement, je préfère avoir ce problème que le problème que j'avais il y a 3 ans. Parce que le problème que j'avais il y a 3 ans,
C'était un problème où il fallait absolument qu'on arrive à avoir une augmentation, sinon on allait tous dans le mur. Donc là, je suis conscient que j'ai un problème, mais il n'est pas de même nature. Voilà. Mais pour autant... Et puis quand même, en un mot, en 2023, on aura une année supplémentaire de Covid, on aura une vision plus longue, et donc on aura plus d'informations de toute manière. Si on ne peut pas prévoir 2023 aujourd'hui, ça c'est clair, mais en début 2023, on aura l'année 2022 finie, et ça permettra d'aller plus loin sur la compréhension de ce qui se passe. Mais pour autant, il ne faut pas laisser de côté les pharmacies qui ne peuvent pas tester. Il y a des pharmacies c'est pas celles qui ne veulent pas, c'est celles qui ne peuvent pas. En termes d'effectifs, c'est un investissement de temps, de local. Il y a des conditions sanitaires qui sont quand même imposées et évidentes pour éviter que le virus se transmette, et toutes les pharmacies ne peuvent pas tester de la même manière ou avec les mêmes volumes. Et ça, il faut absolument qu'on puisse en tenir compte. Et justement, avec l'aide d'IQVIA, on va essayer de trouver, parce que l'objectif au début, c'était de dire on attend de plus avoir d'activité Covid résiduelle pour avoir des chiffres stables avec lesquels on va pouvoir discuter avec l'assurance maladie. Manifestement, ça n'est pas possible pour l'instant, donc il faut qu'on puisse trouver des chiffres que l'on pourra projeter sans activité Covid pour démontrer que les pharmacies sans Covid, elles ne peuvent pas tenir. Je rappelle quand même que sur l'année 2022, on a 6% d'augmentation de salaire pour nos équipes, qui était amplement méritée, mais pour autant, c'est 360 millions d'euros en plus, ce qui est considérable. 360 millions d'euros, c'est presque 3 fois ce que l'avenant était censé, enfin la convention était censée nous apporter sur l'année en réalisant toutes les missions. Donc les pharmacies qui n'ont pas la rémunération Covid supplémentaire, elles ne peuvent pas tenir. C'est une évidence, elles ne pourront pas tenir. Donc il faut qu'on trouve des solutions, ou bien on indexe avec l'inflation les honoraires, enfin il faudra trouver quelque chose, mais il faut qu'on puisse avoir une variable d'ajustement, parce qu'il n'est pas normal qu'on ait une augmentation des tarifs partout. On passe nos journées à l'officine à recevoir des feuilles de tarifs de nos fournisseurs, de laboratoires qui nous disent on vient de se prendre 30% d'augmentation de matières premières, on est obligé de vous répercuter. On a des hausses partout. Dans les officines, vous ne voyez pas ces hausses. On passe notre temps à baisser les prix. Les baisses de prix sont programmées pour les médicaments remboursés. Donc on ne peut pas fonctionner avec des prix qui baissent en permanence et des charges qui augmentent. Ça n'est pas possible. Donc ça, il faut bien qu'ils l'entendent. Ce n'est pas le Covid qui résoudra tout. Voilà. Et pour avoir des perspectives un peu plus positives pour 2023, il y a quand même une chose qui est importante, ça va être la vaccination en pharmacie, qui normalement au mois de janvier, si tout se passe bien, pourra démarrer. Et on a quand même quelques chiffres qui sont encourageants en termes de potentiel. Je rappelle 2 chiffres importants juste pour se donner une idée. La population diabétique, c'est 4 millions de personnes qui sont censées recevoir un vaccin, 2 vaccins d'ailleurs, pour les pathologies pulmonaires. 4% de couverture vaccinale à l'heure actuelle. On a 96% potentiellement d'évolution. Donc les pouvoirs publics, les hospitaliers comptent sur nous d'ailleurs, on en a déjà discuté avec eux, ils sont parfaitement conscients du rôle qu'on peut jouer. Donc c'est un réservoir immense. Et dans le nouveau calendrier vaccinal de cette année, on a les femmes enceintes pour qui il y a une recommandation de vaccination pour la coqueluche à chaque grossesse. Et ça, dans les officines, ce sera quelque chose qu'on pourra faire facilement. Donc c'est des leviers de croissance qui sont à la fois gagnants pour la population en termes de santé publique, une économie à long terme pour l'assurance maladie et une bouffée d'oxygène économique pour nous.